Bonjour, je suis Georges Charles, je travaille comme médecin ophtalmologiste, praticien hospitalier à la Salpêtrière et à l'hôpital des 15 ans. Et notamment donc, avec l'équipe du professeur Calamarides, centre de référence sur les neurofibromatoses type 2. Et je précise type 2 parce que je connais très peu les personnes qui ont de neurofibromatose de type 1. Donc, je vais centrer mon intervention sur la petite expérience que nous avons du suivi de patients qui ont une neurofibromatose de type 2. Ce travail est bien évidemment un travail pluridisciplinaire, et c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de ce centre qui permet de regrouper les différents professionnels en un même lieu, d'essayer d'apporter la réponse la plus scientifique et la plus humaine possible. Alors, les problèmes ophtalmologiques, je vais... Excusez-moi, je le dossier. Vous allez voir qu'on va essayer de déborder largement ce titre très réducteur. Bien sûr, nous avons vu un certain nombre de personnes. On en est maintenant à peu près à 80 personnes. Et nous avons étudié chez ces personnes la fréquence et l'intensité des différentes manifestations ophtalmologiques. L'intérêt, si vous voulez, c'est, pour moi, si je puis dire, ça va être l'échange que nous allons avoir pour pouvoir s'apporter mutuellement des connaissances. Alors, effectivement, si vous voulez, jusqu'à présent, on parlait assez peu dans la littérature des signes oculaires au cours des neurofibromatoses. On va voir un peu des problèmes de terminologie que j'espère élucider avec vous. Et jusqu'à présent, on disait que chez les patients qui ont une NF2, je dirais une NF2 pour aller un peu plus vite, on pouvait rencontrer ils pouvaient présenter des cataractes capsulaires, une angio rarement, du nerf optique, et des membranes épirétiniennes et des troubles oculomoteurs. Bon, je vous ai dit que je travaillais au 15-20 puis à la Salpé, et en fait je suis aussi médecin rééducateur, ophtalmo-rééducateur dans un centre de rééducation pour les patients qui ont des troubles visuels, qui sont parfois associés à des troubles auditifs ou autres d'ailleurs. Donc en fait, effectivement on a vu une soixantaine de personnes, enfin on a étudié une soixantaine de dossiers plutôt, et le recrutement est un peu biaisé, si je puis dire, au sens où des personnes ont connaissance du centre de référence et viennent, certains pour la première fois, d'autres sont suivis depuis plusieurs années. Donc on peut rencontrer des personnes qui n'ont pas de manifestations ophtalmologiques et d'autres qui en ont à des degrés divers. Alors en fait, l'examen ophtalmo, ça a pas mal changé l'ophtalmo au sens où c'est devenu quand même très, très technique également et avec beaucoup d'intérêt. Donc l'examen ophtalmo, c'est d'abord la rencontre avec une personne, et puis d'essayer de comprendre avec elle qu'est-ce qu'elle attend, comment elle voit. Donc on mesure effectivement l'acuité visuelle, on a des appareils qui nous permettent de dire si les personnes sont myopes, hypermétropes, etc. Voir, c'est-à-dire l'acuité visuelle, ça ne résume pas du tout la vision. Et il y a aussi le fait de regarder, c'est-à-dire d'être capable de déplacer son regard pour aller prendre, vraiment comme j'attrape ce bonbon, là, attraper l'information, là je vois un N sur le mur, je vais attraper avec la précision de mes outils des yeux qui ont fait que j'ai pu bouger mes yeux et poser mon regard pile là où il fallait. Et quand je lis ça, c'est pareil, mes yeux vont se déplacer et bien se poser sur la partie du mot que je veux lire. Donc on étudie cette capacité à mobiliser de façon pertinente son regard. On étudie la dynamique palpébrale, c'est-à-dire la capacité d'ouvrir, de fermer les yeux, est-ce que la fermeture des yeux est plus ou moins complète. L'examen de la lampe à fente, pour ceux qui ont déjà été voir un ophtalmo, c'est un appareil assez simple, on pose le menton, on appuie le front, on ouvre grand les yeux et
Le praticien de l'autre côté regarde et peut voir la cornée, peut voir l'iris, les différentes parties du segment de l'œil. Et puis, on regarde ce qu'on appelle le fond de l'œil, c'est-à-dire toute la partie interne, si on peut dire, de l'œil, où on va voir le nerf optique et la rétine. Et on est aidé depuis quelque temps par un appareil qui s'appelle un OCT, qui est une sorte de tomographie. C'est un examen qui dure 5-10 minutes. On n'a parfois pas besoin de mettre d'un stylet de collier. Et ça permet de faire une coupe quasiment anatomique des différentes couches de la rétine. On ne peut pas toujours le faire, parce que parfois les personnes ont des mouvements des yeux qui font qu'ils n'arrivent pas bien à fixer, ou parfois il y a des opacités telles que l'appareil n'arrive pas à traverser ces opacités. Donc effectivement, toutes les personnes ont été vues par le même ophtalmo, ont eu les mêmes examens, et on a constaté que les symptômes prédominants, si je puis dire, il y avait une baisse d'acuité visuelle, quand même, parmi les patients que nous avons reçus, une personne sur deux avait une acuité qui était inférieure à 5 dixièmes, que près de 2 personnes sur 3 avaient ce qu'on appelle une MER. MER, c'est membrane épirétinienne, on va en parler un petit peu, une sorte de petite peau qui pousse sur la rétine. Bon, vous pouvez dire comme moi, 40% d'une cataracte, ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est quoi une cataracte? Donc on va essayer aussi un petit peu d'expliquer, parce que nombre de personnes sortent de chez l'ophtalmo un petit peu inquiètes, pour ne pas dire plus, en disant « Oh là là, j'ai une cataracte », sans trop savoir en quoi elle consiste, parce que le praticien n'a pas forcément eu le temps ou l'envie de leur détailler les choses. Une personne sur 5 présentait une atrophie optique, c'est-à-dire que le nerf optique était moins riche en fibres nerveuses, et parfois un amartome rétinien. C'était très rare. Je vais un petit peu vous détailler les trucs pour que ça ait un peu de sens, quoi, que ce ne soit pas uniquement des mots. Une membrane épirétinienne, donc si vous voulez, à l'intérieur donc, de la rétine, en gros, vous et moi, quand on regarde, on voit les petits détails avec le centre de la rétine, qui s'appelle la macula, et puis on voit la périphérie avec toute la périphérie de la rétine qui permet de voir monsieur, de voir des mouvements sur les côtés. Et ces membranes, elles se mettent généralement au centre de la rétine, donc elles pourraient entraîner des troubles de type, voir les choses un peu déformées. Je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, il y a des campagnes de prévention de ce qu'on appelle la DMLA. C'est des atteintes donc, de la macula, où on dit aux gens de vérifier que les verticales sont bien verticales, et les horizontales bien horizontales, et que ce n'est pas un peu déformé. Et ce qu'on appelle des métamorphopsies, ces membranes peuvent parfois entraîner ça peut être un des symptômes. Et cette sorte de peau un peu comme un tissu qui se rétrécirait et qui se contracterait et qui entraînerait des baisses de la vision. Ça fait partie effectivement, si vous voulez, des signes ophtalmologiques qu'on peut rencontrer relativement fréquemment. Et là, il y a 2 aspects, je veux dire, au sens où la démarche, elle peut se faire dans les 2 sens. À la fois, les ORL ou les auto-neurochirurgiens nous adressent une personne en disant « Écoutez, voilà, j'ai un doute, il y a 2 schwannomes, est-ce que ce monsieur a une neurofibromatose ou pas? Est-ce que vous avez des signes des yeux qui peuvent faire penser que ?» Et dans ce cas-là, on recherche effectivement une membrane épirétinienne avec cet examen qui s'appelle l'OCT, qui dure 5-10 minutes, qui est tout à fait banal, et ça fera un symptôme en plus en faveur du diagnostic. Là, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est, cette personne a effectivement une membrane épirétinienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Et parmi les personnes que nous avons vues, dans l'immense, on verra les chiffres après, mais ok, ils ont une membrane épirétinienne, point barre, ça n'a absolument aucune conséquence, ça n'en aura vraisemblablement aucune. Le seul intérêt, c'est un peu comme un marqueur qui dit, tiens, il y a un signe, effectivement,
qui est un peu marqueur de la neurofibromatose. Mais sur le plan fonctionnel et sur le plan de dire oh mais alors ça va devenir quoi? Est-ce que je vais être aveugle? Est-ce que je vais perdre la vue? Etc. Ça n'a, dans l'immense majorité des cas, pas de conséquences. Et ça, on peut le voir en faisant l'examen OCT. On voit l'étendue, on voit l'intensité de cette membrane, l'épaisseur, etc. Donc c'est effectivement, ça traîne, j'en entendrai parler de plus en plus au cours des NF2, et les personnes peuvent avoir une membrane épirétinienne, ok, en tant que marqueur, si je peux dire. Mais elles sont que très rarement, elles ont des conséquences fonctionnelles. C'est parfait, rarement. Ici, vous voyez un OCT, c'est-à-dire dans cette l'image où on voit effectivement en coupe donc la rétine, avec, vous voyez, ça, il y a une sorte de dépression au centre, donc ça fait hop. Il y a moins de tissu rétinien, si je puis dire. Ici, c'est donc ce qu'on appelait tout à l'heure la fovea ou la macula, l'endroit où il y a le plus de cellules de cônes qui vont permettre l'acuité visuelle. Et ici, vous avez donc un tissu qui s'appelle l'épithélium pigmentaire. Et ce petit truc un peu blanchâtre que vous pouvez voir, ça peut être une petite membrane épirétinienne qu'on voit voilà, ici. Elle est, vous voyez, c'est ce petit liseré blanchâtre. Vous voyez, c'est pas très épais. Et autrefois, on avait beaucoup de mal à les voir, il fallait faire des examens assez compliqués, des photos en injectant des produits. Maintenant, en 5 minutes, on a un diagnostic et c'est un examen qui est devenu anodin. Mais par exemple, c'est la personne qui a cette membrane, ok, elle a une membrane épirétinienne, point. Mais il n'y a pas de conséquence, son acuité visuelle est normale et vraisemblablement, elle le sera toujours. Donc il ne faut pas se laisser, j'allais dire, enfermer derrière des mots. Des diagnostics comme ça, ok, il y a des membranes, il y a pas mal de personnes qui en ont et sans conséquence. Donc elles sont rarement source de basse vision. On appelle basse vision sur un plan épidémio, c'est moins de 3/10. Et dans l'immense majorité des cas, elles sont d'un seul côté. Donc, comme je vous disais, c'est un signe qui aide pour le diagnostic de neurofibromatose. Dans certains cas, on a besoin de ces signes-là. Alors, on parle de, vous avez vu, on parle de cataracte. Ça fait aussi partie des signes au cours de la neurofibromatose. Et je vous disais tout à l'heure, ça veut tout dire et ça veut rien dire. On a tous un cristallin qui, en vieillissant, petit à petit, s'opacifie. Il y a des opacités. Ces opacités, elles peuvent être plus ou moins grandes, plus ou moins intenses. C'est un petit peu comme si, j'allais dire, vous regardez à travers une vitre et que cette vitre, elle devient un peu sale. Alors la vitre, elle peut être carrément franchement blanchâtre, ou au contraire, il y a des petits endroits, il y a des petites taches sur la vitre. C'est un peu la même chose. Sauf qu'on les appelle toutes cataractes, quoi. Alors qu'il faudrait peut-être plutôt dire, vous avez des opacités du cristallin, ces opacités sont gênantes ou ne sont pas gênantes. Et j'essaie de mélanger volontairement l'aspect diagnostique et l'aspect fonctionnel. Le nombre de personnes qui viennent en disant voilà, on m'a dit que j'ai une cataracte, où ça en est, est-ce qu'il faut l'opérer, etc. En règle générale, il y a une sorte de consensus pour dire qu'on opère les personnes de cataracte que lorsque cette cataracte a un retentissement important sur leur vision. Ce qui, des fois, a posteriori, on se dit est-ce qu'on aurait dû les opérer ou pas, parce qu'ils étaient vraiment gênés ou pas. Donc, les opacités cristalliniennes au cours de la neurofibromatose sont effectivement assez typiques, et c'est à peu près toujours les mêmes, elles sont postérieures. Mais là encore, elles sont, même si ces opacités sont relativement fréquentes, sur 50 personnes à peu près, on a rencontré 3 personnes qui avaient été opérées de cataracte très tôt, d'un œil, pas des deux, et donc qui avaient dû présenter une cataracte très précoce, en rapport avec leur neurofibromatose. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, si vous voulez, il ne faut pas trop s'enfermer dans les mots, dans le diagnostic, et il faut voir si effectivement ces opacités ont une conséquence ou n'en ont pas, pour poser éventuellement une indication d'opérer ou de ne pas opérer cette cataracte, sachant que l'intervention de la cataracte est devenue un acte chirurgical bien réglé, qui est parfaitement maîtrisé à l'heure actuelle.
Sur cette diapo, je parle de kératite d'exposition. Et là, si vous voulez, on n'est plus dans les signes spécifiques de la neurofibromatose, mais on est dans les conséquences des paralysies faciales qui font que la cornée n'est plus protégée. Et effectivement, on a vu beaucoup de personnes qui, suite à une paralysie faciale, ont une nette dégradation de leur capacité perceptive au niveau visuel, parce que la cornée est devenue opaque. Ça peut être très douloureux, c'est un traitement qui est assez contraignant. Je me rappelle d'une dame qui ne voulait pas d'intervention sur sa paupière, parce qu'elle avait subi d'autres interventions par ailleurs, et préférait mettre des gouttes quasiment toutes les 10 minutes dans son œil pour réhydrater son œil. Mais ces kératites ne sont pas des signes qui sont spécifiques du tout de la neurofibromatose. Donc en fait, si vous voulez, à la fois les grands signes, c'est effectivement donc, une membrane épirétinienne, des opacités cristalliniennes, des kératites, mais donc comme conséquence d'autre chose. Au niveau des nerfs optiques, nous avons rencontré des personnes qui présentaient des hypertensions intracrâniennes avec donc des édèmes papillaires ou des atrophies résiduelles. Mais encore, ce n'est pas un signe spécifique de la neurofibromatose, ce sont les conséquences de processus cérébraux, genre des schwannomes par exemple. Et ce n'est pas des signes spécifiques de la neurofibromatose. Donc en fait, les patients ou les personnes qui disent « on m'a dit que j'avais une neurofibromatose type 2, qu'est-ce que je peux avoir comme truc aux yeux ?» Ce qui est vraiment spécifique, ce sont ces membranes épirétiniennes, ce sont ces opacités cristalliniennes. Le reste, c'est des conséquences d'autres choses, de chirurgie qui ont pu être faites. Simplement, si vous voulez, le fait de connaître cela est hyper important parce que la plupart des personnes ont une surdité plus ou moins sévère, que passer j'allais dire je ne trouve pas le terme exact, mais j'allais dire de l'état, si je puis dire, pas ce mot-là, mais tant pis, de l'état de sourd, ou de l'état de privation sensorielle auditive à l'état de surdicécité. Là, on bascule dans ce qu'on appelle le handicap rare. C'est l'arrêté du août 2000 qui dit, avec assez intelligence, qui dit que la prise en charge de ces handicaps rares, c'est pas simplement d'ajouter un peu de rééducation de l'audition et puis un peu de rééducation de la basse vision. Hein, c'est 1 et 2 égale 3, et non pas 1 et 2 égale 1 plus 1 égale 3 plutôt. C'est-à-dire surdité plus cécité, ça fait surdicécité, c'est-à-dire que le fait d'être sourd-aveugle, c'est en soi un autre handicap. Donc en fait, ça a une composante humaine, une composante pratique en termes de communication hyper importante. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons rencontré une personne dont le moyen de communication avec ses proches, c'était le morse, parce qu'il n'entendait plus, il ne voyait plus, et il n'avait pas eu accès à la langue des signes tactiles, et donc ses parents lui écrivaient en morse sur la main. C'est pour vous dire les conséquences qui sont effectivement très invalidantes à tout point de vue, d'où l'importance de dépister ces symptômes, de dépister ces signes. Et je pense par exemple aux kératites d'exposition, mais ça tous les neurochirurgiens, tous les neurologues sont parfaitement, ou les réanimateurs, au fait des risques de kératite. Mais je pense que c'est important de le connaître, au-delà du fait de se dire oh là là, on a trouvé des signes, etc. Non, le côté pratique, c'est pour les personnes répondre à. Voilà, je pense que c'est pas fréquent du tout, mais ça peut être très grave et il faut véritablement s'en occuper et ne pas le négliger. Et savoir l'écouter, bien évidemment le regarder, ça va de soi, mais savoir écouter les personnes et les petits symptômes dont elles peuvent se présenter, disons. Voilà, volontairement, si vous voulez, c'est pas de la recherche, hein. C'est de la recherche clinique, oui, pour essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes. Voilà, j'ai voulu vous parler un peu de la petite expérience que nous avons à l'hôpital, et j'espère que ça va initier des interrogations, et si je peux y répondre, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup.